Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci de vous retrouver dans cette série où pour la 6e fois et la dernière fois, nous accompagnons et nous sommes accompagnés par Philippe Lamberts, eurodéputé Vert. Bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe Lamberts. Vous nous avez au cours des émissions précédentes largement ouvert le paysage depuis les ressources écologiques très matérielles, telles qu'on l'entend, la Terre, pour arriver finalement à indiquer que tout était uni, tout était intriqué, et que aussi bien la crise migratoire qui est en lien avec une surexploitation des ressources naturelles, mais cette surexploitation, elle se fait au profit de quelques-uns qui y trouvent leurs bénéfices, bien entendu, lesquels se servent alors des mécanismes politiques pour continuer à asseoir leur pouvoir. Voilà. Je suis une bonne élève, j'ai bien compris. Alors, vous êtes eurodéputé, vous êtes un eurodéputé convaincu qui avait, on le sent, un parler vrai. J'aurais envie de vous projeter dans ce que vous souhaitez. Quels sont vos rêves? Quels sont aussi les chantiers dans lesquels vous avez envie ou dans lesquels vous vous investissez déjà maintenant? Si vous aviez 3 chantiers dans lesquels vous dites, voilà, notre avenir, l'avenir de la planète, l'avenir de l'humanité, c'est quand même là que ça va se jouer. Et vous l'avez dit, il est temps, la planète brûle. Quelles seraient ces 3 questions? Moi, je pars toujours donc de ma boussole qui est assurer à tout être humain la possibilité d'une vie digne d'être vécue. Quels sont les 2 bombardements qui menacent cette possibilité? C'est d'une part la bombardement des inégalités et d'autre part la bombardement de la taille de notre empreinte écologique. Et donc je dirais que d'abord, toute action politique doit viser, non pas la croissance, on en a parlé, mais doit viser la réduction des inégalités et la réduction de notre empreinte écologique. Et les 2 vont de pair. Maintenant, très concrètement, si vous me donniez les manettes au niveau européen, qu'est-ce que je ferais? C'est-à-dire les manettes, c'est-à-dire des majorités à ma disposition qui veulent pousser dans ce sens-là. Je dirais, première chose, on doit absolument remettre sous contrôle la finance. Donc aujourd'hui, la finance mène l'économie, ou pour le dire autrement, la planète et les humains sont au service de l'économie qui est au service de la finance, c'est-à-dire la maximisation du profit de quelques-uns. Et donc, il faut remettre le cœur de la machine sous contrôle. Et en fait, il faut inverser la chose. Il faut que la finance soit au service de l'économie au service du bien-être, autrement dit, d'une vie digne pour tous. Donc ça, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et on en est loin. Aujourd'hui, donc après la crise financière, on a fait quelques efforts de re-régulation de la finance. Aujourd'hui, avec l'élection de Trump, les pressions vont s'accentuer. La contre-révolution est à l'œuvre. Autrement dit, il faut déréguler, il faut libérer de nouveau la finance folle. Donc ça, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. 2, si on veut s'attaquer réellement aux inégalités, en tout cas, au niveau européen, la priorité, enfin c'est une double priorité, mais elle est vraiment étroitement, les 2 sont étroitement liés, c'est l'Europe sociale, l'Europe fiscale. Autrement dit, on doit sortir d'une logique de mise en compétition des systèmes de sécurité sociale et des systèmes fiscaux à une logique de coopération et de convergence vers le haut. Ça, de nouveau, ça requiert une volonté politique. Mais rien n'oblige les États membres de l'Union européenne à se faire la concurrence fiscale et sociale. Autrement dit, on a un grand marché, on a une monnaie unique, ça ne peut marcher au profit de tous que moyennant une convergence vers le haut des systèmes sociaux et fiscaux. Je ne vais pas dans les détails, mais en tout cas, c'est absolument essentiel. Enfin, si vous voulez vous attaquer à l'empreinte écologique, le chantier qui me semble le plus pertinent pour l'Union européenne, donc un chantier où l'échelle continentale est particulièrement appropriée, c'est le chantier de la transition énergétique. Autrement dit, comment s'affranchir de la dépendance aux énergies fossiles, et n'oublions pas que les énergies fossiles nous sont fournies d'abord par Vladimir Poutine, à hauteur de 30% de notre consommation, et puis de gens aussi sympathiques que les monarchies du Golfe, les potentats d'Afrique de l'Ouest, etc., etc. Donc s'affranchir de la dépendance aux énergies fossiles en réduisant notre consommation et en passant massivement aux énergies renouvelables. C'est le seul moyen pour l'Union européenne à la fois de réduire son empreinte écologique et d'acquérir son indépendance énergétique. Et ça, c'est un projet qui requiert une approche continentale. Alors de nouveau, pensée globale, agir local, donc c'est clair que ça va se traduire par un système énergétique beaucoup plus décentralisé que ce qu'on a avec le nucléaire, par exemple, qui est hyper centralisé et technocratique, mais il faut une planification de la transition qui soit
continentale. On a vu ce que ça donnait lorsque l'Allemagne a décidé de faire sa transition énergétique. Bien sûr, elle sort du nucléaire, mais au prix de quoi? D'une consommation de charbon, et notamment du lignite, qui est un des charbons les plus dégueulasses sur la planète, qui n'a jamais été aussi importante. Je dis, certains pouvaient penser au XXe siècle que le socialisme dans un seul pays, ça pouvait marcher. Moi, ce que je vous dis, c'est que la transition énergétique dans un seul pays, ça ne marche pas. Il faut le faire au niveau continental. Parce que aussi, le potentiel de production des renouvelables est le plus prometteur à la périphérie de l'Europe, alors que le centre de gravité de la consommation, il est au cœur de l'Europe. Donc en fait, il faut penser la chose de manière continentale et systémique. Et là, plutôt que de faire des mini-plans d'investissement comme Jean-Claude Juncker le fait en saupoudrant un tout petit peu d'investissement ici et là, y compris d'ailleurs dans des pays qui ont toute la capacité d'investissement qu'ils veulent, notamment en Allemagne. Je veux dire, comment se fait-il qu'on finance avec des fonds européens des projets en Allemagne alors que l'Allemagne sous-investit et qu'elle a des moyens d'investissement colossaux? Donc il faut investir prioritairement dans les pays qui ont le plus besoin de l'investissement et qui ont la moindre capacité d'investissement et en focalisant sur la transition énergétique. Alors, bien sûr, il faut des investissements publics dans d'autres domaines, mais ce que l'Europe doit faire, c'est se focaliser là-dessus. Autrement dit, on a commencé par l'Europe du charbon et de l'acier, on a continué par l'Europe de l'agriculture, on a poursuivi par l'Europe du grand marché et de la monnaie unique. Aujourd'hui, le projet fédérateur de l'Union européenne doit être le projet de la transition énergétique pour à la fois réduire notre empreinte écologique et assurer notre indépendance. Parce que ça, c'est absolument crucial pour les Européens. Les Français disaient dans les années 70, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, mais fondamentalement, ça reste vrai. L'Europe n'a pas beaucoup de ressources naturelles sous son sol. Par contre, elle a du soleil, elle a du vent, elle a des marées, elle a diverses ressources énergétique qui lui permet d'être indépendante, et donc ouais, on doit mettre le paquet là-dessus. Si vous me donnez les manettes, c'est dans cette direction-là en tout cas que je pousserai. Donc la finance et la... Réguler la finance, mettre en route la convergence vers le haut en matière fiscale et sociale, et lancer la transition énergétique. Et avec ça, on pourrait changer de monde? Je pense, en tout cas, de nouveau, l'Union européenne à elle tout seule ne va pas le faire. Non. Mais en tout cas, ce sont des choses où l'échelon européen est absolument indispensable. La régulation de la finance, ce n'est pas la petite Belgique qui va dompter des BNP Paribas et des Deutsche Bank. Par contre, au niveau européen, si nous fixons des règles, ces méga-banques n'auront d'autre alternative que d'accepter. Parce que le prix pour de ne pas accepter, c'est de perdre l'accès au marché. Et donc, nous devons avoir le levier européen pour imposer ça. La concurrence fiscale et sociale, de nouveau, la Belgique toute seule, elle va dire, moi, je dois abaisser ma fiscalité des entreprises, sinon les multinationales ne vont pas venir. D'un autre côté, si les Européens disent non, chez nous, l'impôt des sociétés, c'est 25% sur vos profits et il n'y a pas de si ni de mais, c'est ce que vous allez payer. Et si vous ne le faites pas, vous n'avez pas accès au marché, c'est clair que Google va devoir accepter. Et de même, la transition énergétique, j'ai dit, le niveau européen est indispensable pour réussir, pour avoir le bras de levier de la transformation. Ça n'exclut pas toutes les actions à mener au niveau national, régional, local, etc. Mais ça, ce sont les leviers que nous devons être capables d'actionner collectivement. Alors en vous écoutant, et c'est un peu pour clôturer toute cette série, on a tendance à définir l'espérance comme étant ce qui nous vient quand précisément on a l'impression qu'il ne reste rien, que tout a disparu ou que tout a explosé, que la situation est suffisamment grave pour qu'on se mette à espérer. Est-ce que vous ne seriez pas un homme d'espérance, Philippe Si, évidemment. Enfin, je dis, la question se pose en des termes relativement simples. Nous sommes face à des défis absolument colossaux et notre raison pourrait nous conduire à la conclusion qu'en fait, il est trop tard. Qu'il est trop tard pour éviter l'effondrement des sociétés humaines sur la planète. Si on ajoute tous les phénomènes qui sont aujourd'hui observables et mesurables, c'est vrai qu'on pourrait être conduit à la conclusion que c'est trop tard. Mais en fait, il se fait, et c'est très bien ainsi, qu'aucun d'entre nous n'a une boule de cristal. Donc personne n'est sûr que le pire est inéluctable. Et donc, ce qui est certain par contre, c'est que si nous décidons d'abandonner, si nous décidons qu'il est trop tard, il est trop tard. Si l'humanité ne se redresse pas, elle va disparaître. Et donc la seule chance d'éviter cela, c'est de faire le pari qu'en se retroussant les manches, on peut y arriver. Sommes-nous sûrs du résultat? Non, justement, parce qu'on n'a pas la boule de cristal. Mais en tout cas, au moins, on se donne une chance. C'est le pari de l'espérance, c'est l'optimisme de la volonté, si vous voulez l'appeler comme ça. Mais en tout cas, c'est ce pari-là. C'est le pari que le pire n'est jamais sûr. Et je pense que humainement, philosophiquement, c'est la seule attitude véritablement humaine.
C'est dire, on se lève, on se retrousse les manches et on fait quelque chose. On ne va quand même pas rester au balcon et attendre que ça arrive, non? Merci. Alors voilà, on se quitte sur un superbe message encourageant pour toutes les générations. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté pendant cette web-série. J'espère que vous aurez trouvé, amis téléspectatrices et spectateurs, tout l'intérêt et aussi beaucoup d'enthousiasme et de force et de raison d'espérer. Merci de nous avoir suivis et puis n'oubliez pas de continuer à guetter ce que la web-série, la web-TV des Dominicains pourra vous apporter. Au revoir.